Alors moi, j'ai envie de parler de la modélisation mathématique et notamment la question de est-ce que ça a sa place ou non dans les classes. Alors quand je parle de dans les classes, je parle à la fois de l'école primaire jusqu'à dans l'enseignement supérieur. Et puis je veux aussi me poser la question de, est-ce que c'est souhaitable finalement de faire de la modélisation mathématique dans les classes, dans l'enseignement, et puis quel intérêt ça pourrait avoir en fait. Et est-ce qu'on a besoin de connaissances particulières pour faire de la modélisation mathématique ? Bon, à vrai dire, mon but, c'est pas de répondre vraiment point par point à toutes ces questions, mais plus de lancer finalement une discussion avec vous. Donc si on regarde dans l'enseignement primaire et secondaire, on entend de plus en plus parler de modélisation en mathématiques. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans les programmes scolaires, à partir du CP, on voit apparaître 6 compétences mathématiques qui sont calculées, raisonnées, cherchées, représentées, communiquées et modélisées. Donc ça, elles apparaissent dans les programmes du CP jusqu'en terminale. Modélisées dès le CP. Et ouais. Dès le CP. Alors justement, j'ai pris mes petites notes pour voir ce qu'il y a écrit dans le programme. Par exemple, au cycle 2, donc CP, CE1, CE2, pour modéliser, il y a écrit « Utiliser des outils mathématiques pour résoudre des problèmes concrets, notamment des problèmes portant sur des grandeurs et leurs mesures. » Il y a aussi « Réaliser que certains problèmes relèvent de situations additives, d'autres de situations multiplicatives, de partage, de groupement. » Puis après, plus on avance, on va avoir des problèmes liés à la proportionnalité qui vont apparaître dans les programmes. Ou encore, par exemple, au cycle 4, donc 5e, 4e, 3e, traduire en langage mathématique une situation réelle, notamment, par exemple, géométrique. Et après, un peu plus tard, apparaît aussi la question de valider ou invalider un modèle, comparer une situation à un modèle connu. Donc on voit qu'a priori, cette compétence modélisée faisant partie des programmes, elle a tout à fait sa place du coup dans les classes. Bon, moi déjà, je vais me poser la question, qu'est-ce que c'est en fait que la modélisation ? Qu'est-ce que c'est qu'un modèle ? Alors moi là, je vais m'appuyer sur des définitions qu'on peut utiliser en didactique des maths. Donc un modèle, on peut voir ça comme une simplification de la réalité, donc qui va s'appuyer en fait sur des hypothèses simplificatrices que l'on a fait auparavant. Donc pour construire un modèle, on va utiliser finalement certains paramètres de la situation réelle, mais pas tous. On va en négliger certains autres. Par exemple, typiquement en physique, on va négliger les frottements de notre skieur qui descend, bien évidemment. Avant qu'il ne tombe. Voilà, et finalement, donc ça, c'est ce qui pourrait définir le modèle. Et la modélisation, en fait, ça va être tout un processus. Il y a à la fois ce processus de construction de ce modèle, donc on va finalement faire des simplifications sur la réalité pour arriver à finalement un modèle mathématique. Puis là, après, il va y avoir tout un travail de traitement mathématique, où là, on peut dire on est dans le monde des maths, on fait nos maths, on va arriver à un certain résultat. Et puis ce résultat, il va falloir après l'interpréter, déjà au regard des hypothèses simplificatrices qu'on a faites au départ. Et puis après, le but, c'est d'essayer souvent de prédire des choses sur le réel ou de prévoir l'évolution de certains phénomènes, etc. Là, je parle de la modélisation de façon large. Bien évidemment, je suppose que d'autres invités ont parlé de leurs problématiques personnelles. Donc, les exemples après qui sont donnés dans le programme, notamment on voit au cycle 2, où, ça va être finalement, oui, on part de problèmes concrets, mais est-ce que finalement, ce n'est pas déjà des problèmes mathématiques, finalement, ou en tout cas déjà proches des mathématiques ? Alors ça, il faudrait aller vérifier plus finement, mais j'ai quand même ce sentiment que finalement, des vrais problèmes de modélisation apparaissent assez peu dans les classes. Et alors, je pense qu'il y a des raisons à ça qui pourraient expliquer. Alors, je vais après en parler un peu plus tard. Mais du coup, est-ce que ça aurait un intérêt quand même d'en faire ? Je pense que oui. Et pour plusieurs raisons. Alors déjà, parce que les concepts mathématiques, donc effectivement, il y a un aspect qui va être objet, donc c'est-à-dire qu'on fait aussi des maths pour faire des maths, on construit ces objets qui ont une existence en soi pour elles-mêmes, etc. Mais aussi les maths, ça a un aspect outil pour résoudre des problèmes mathématiques déjà, mais aussi outil pour résoudre des problèmes liés à la réalité, liés à d'autres disciplines. Et quand même, les maths sont là aussi au service des autres disciplines. Je pense que beaucoup de nos élèves
que ce soit dans l'enseignement secondaire, mais aussi finalement dans l'enseignement supérieur, ne vont pas devenir mathématiciens. Et finalement, est-ce que c'est pas important aussi de les former à ces questions-là de modélisation ? On parlait de tout à l'heure du fait, finalement, mais pourquoi on fait des maths ? À quoi ça sert ? Cette question qui vient. Peut-être que des problèmes de modélisation permettraient déjà de leur donner des réponses à cette question. Et par exemple, je pense à des élèves qui sont dans des filières, par exemple marketing, qui vont avoir besoin de mathématiques, et notamment de construire des enquêtes statistiques, etc. Donc tout ça, pour moi, ça peut avoir un intérêt pour les élèves. Donc à la fois pour leur formation, on va dire, personnelle, professionnelle, mais après, il y a aussi sur le versant, je pense, formation du citoyen. Parce que finalement, régulièrement, en regardant les infos, on est confronté à des résultats qui sont issus de modélisation mathématique. Alors, moi, je trouve que le Covid, ça parle bien parce que peut-être que là, on en mangeait matin, midi et soir, mais voilà, on nous disait, alors voilà, prévision du nombre de personnes hospitalisées, voilà, comment va évoluer la crise Covid, etc., etc. Tout ça, il faut bien comprendre que c'était pas la réalité qu'on nous disait. C'était en faisant des hypothèses de ça, on va simplifier ça comme ça, comme ça. Alors du coup, ce modèle-là, il va me donner tel résultat, donc je prédis que ça va être ça. Et puis finalement, c'était pas exactement pareil ce qui allait se passer. Donc on va finalement revoir les hypothèses qu'on a faites, peut-être se dire ah non là c'était peut-être un peu trop fort ou je vais réajuster, etc. Et donc il y a tout ce processus qui se fait. Et je pense que c'est important pour le citoyen de se rendre compte que déjà, ce qu'on nous dit, c'est pas directement la réalité, mais c'est une modélisation qui nous a donné ce résultat-là. D'avoir conscience que finalement, plusieurs modèles peuvent traiter du même problème et donc du coup, pas forcément nous donner le même résultat. Et ça veut pas dire que « Ah non, mais ça, c'est complètement faux, ça, c'est vrai. » Non, finalement, aucun des deux n'est vrai. Après, il y en a peut-être un qui va nous donner plus de réponses proches de la réalité et qui va peut-être plus nous aider. Mais en tout cas, ça, je pense que c'est vraiment important pour les citoyens de demain, en fait. Rien que pour regarder les informations. Et donc, finalement, ce qui va avec ça, c'est d'être capable de distinguer modèle de réalité. Et pas prendre, finalement, des choses qui relèvent vraiment du modèle pour du réel. Moi, je m'intéresse beaucoup à ces questions-là en probabilité. Et donc, en proba, en fait, s'il y a bien un chapitre quand on ouvre les manuels où on parle de contexte réel, c'est les probas. Tous les exos, il y a un contexte, machin. Et en fait, en analysant ça, moi, il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, quand on parle de notre dé, là, on lance notre dé, proba 1/6 de tomber sur la phase 5. Mais finalement, est-ce que ça, c'est tous les dés ? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais non, en fait, c'est un modèle. On va créer un modèle. Et bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est qu'on suppose que notre dé, c'est un cube parfait. Et donc voilà, ça paraît logique, vu la symétrie, d'associer la même proba à chacun. Et donc, du coup, vu qu'il y a 6 faces, une proba 1/6. Mais finalement, on pourrait très bien imaginer un autre modèle où, oui, mais les dés, déjà, il y a des creux. Il y a certaines faces où il y a un creux, une constellation, il y en a d'autres où il y a 6. Donc, on pourrait très bien imaginer un autre modèle qui prennent en compte là, le fait que ce n'est pas exactement les mêmes faces. Oui. Et donc finalement, l'idée, ce n'est pas d'aller chipoter, d'aller chercher des modèles compliqués pour le dé, mais c'est déjà d'avoir conscience que même avec le dé, déjà, on fait une simplification. Et que quand on parle du lancer de dé quand on est en probabilité, on n'est pas dans notre dé réel. Et que là, OK, on a fait des simplifications. C'est déjà un cadre idéalisé, quoi. Ouais. Exactement. Et d'avoir conscience qu'en fait... La plupart des exercices en proba, en fait, c'est déjà un monde idéalisé. Et alors, certainement que les enseignants peuvent en avoir conscience, mais les élèves, est-ce que ça leur est explicité, ça, à un moment donné ou pas ? Et puis finalement, s'ils arrivent après à faire des problèmes de modélisation, est-ce qu'ils vont se rendre compte que même avec le dé, finalement, ils aient des simplifications ? Est-ce qu'ils vont s'octroyer le droit là, de faire des simplifications sur d'autres problèmes plus complexes, etc. Donc là, je pense qu'il y a toutes ces questions-là qui seraient intéressantes de travailler en classe, même sur des petites choses. Par exemple, en terminale, on parle de la loi binomiale et puis on va dire
ah oui, on va tirer, on va prendre un échantillon, par exemple sur des pièces et on va voir si elles sont défectueuses, etc., etc. Puis souvent on va dire, oui, bon bah ça c'est comme une remise, on tire au sort avec remise. Dans la réalité, on ne fait pas avec remise. Si on a pris un truc, on ne va pas le reprendre le même. Mais alors du coup, il y a toutes ces questions de, est-ce que ça on ne pourrait pas se poser la question? Pourquoi on a le droit quand même de considérer que c'est avec remise? Pourquoi ça nous intéresse de considérer que c'est avec remise? Qu'est-ce que ça va nous arranger pour après nos calculs? En fait, ça pose pas de problème. Si on a un stock hyper grand, de considérer avec ou sans remise, ça change pas nos résultats. Par contre, ça nous arrange grandement pour faire notre traitement mathématique derrière. Donc voilà, ça, je pense que c'est des petits points qui sont intéressants d'aborder dans l'enseignement et aussi dans l'enseignement supérieur. Et aussi dans les filières mathématiques. Parce que je me suis un peu posé la question, là, en préparant ça, je me suis dit, mais en fait, moi, dans tout mon cursus, j'ai jamais fait de modélisation. Je me suis juste retrouvée en agrég à avoir l'option modélisation. Et là, finalement, il faut arriver l'équivalent du M2 pour la première fois de sa vie se poser des questions sur la modélisation, sachant que je ne sais pas si c'est la meilleure année pour se poser ce type de questions. Et donc du coup, pourquoi, si c'est à l'agrég, c'est que c'est soi-disant peut-être important, mais alors du coup, pourquoi si c'est important, ça n'arrive pas avant? Et pareil, je pense que beaucoup de doctorants qui font des maths appliquées se trouvent dans des situations où ils abordent de la modélisation, et donc pourquoi finalement ça devrait être qu'en thèse qu'on découvre tout ça? Et ça va avec le dernier point, qui est, est-ce qu'on a besoin de connaissances particulières autres que purement mathématiques pour faire de la modélisation? Je pense que oui. Parce que finalement, il y a une partie mathématique, donc on a besoin des concepts mathématiques après pour faire tout le traitement mathématique. Mais en fait, je pense qu'il y a d'autres éléments qui sont importants. Déjà, suivant le contexte dans lequel on est en train de travailler, on travaille sur le réel, mais ça va être en lien certainement avec une autre discipline. Donc après, on peut imaginer dans les classes de faire des cas simples. On n'a pas besoin de connaissances en biologie, etc. Voilà, mais en tout cas, il y a éventuellement ces connaissances d'autres disciplines. Mais après, il y a aussi toute une façon de penser qui est différente. En maths, quand on est vraiment dans un problème de maths, a priori, il va y avoir qu'une réponse correcte à la fin. Là, il faut bien comprendre que non, suivant les choix qu'on va faire à un moment donné, on ne va pas arriver au même résultat. Et ça, pour moi, ça s'apprend, en fait. Il faut que les élèves en aient conscience, qu'on mette des mots là-dessus. Et aussi, on doit faire des choix qui ne sont pas dans l'énoncé. C'est nous qui devons décider. Ça n'arrive jamais en mathématiques. Ouais. On doit apprendre que ce qui est dans l'énoncé. On n'a pas le droit de rajouter des choses comme ça. Donc, finalement, on voit là, que le contrat, il est différent. Entre ce que l'enseignant attend d'habitude et ce que là, il pourrait attendre. Donc, tout ça, je pense que c'est des choses qui s'apprennent, comprendre tout ce processus. Et puis après, il y a toute la partie après de validation, invalidation d'un modèle. Est-ce qu'on peut invalider un modèle? Comment... Toutes ces questions-là, je pense qu'elles sont importantes et qu'elles traitent finalement d'autres choses que simplement des connaissances mathématiques. Tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que dans mon cursus, la première année à Cachan à l'époque, à l'ENS Cachan, il y avait un cours de modélisation. Et c'était un insuccès auprès de la promo terrible. Ah oui. Mais en fait, on arrivait de prépa habillé d'epsilon de partout, là, et on nous demandait de comprendre des trucs que moi j'ai compris après, mais tu vois, en 4e année ou après en thèse. Mais c'est exactement ce que tu dis là. En fait, on avait été très bien formaté au concept d'un énoncé théorique, une preuve, petit carré, c'est la fin, là. Ça, tu vois, c'est bien, mais ce qu'on peut faire avec... Et c'est vraiment un truc qui pourrait se corriger au niveau de la formation, parce que tu vois, en Angleterre, par exemple, ils ont une manière, par exemple, pour les gens qui font de la mécanique des fluides, y compris du côté des maths, ils ont une partie de leur cursus où ils font de la mécanique des fluides aussi, mais liée avec ce que ça représente vraiment, quoi. Ils ont vraiment une manière assez différente d'appréhender. Et je trouve que tu as mis un doigt sur un truc que j'avais jamais remarqué, qui est que les probas, en fait, elles sont toujours introduites comme ça. Vrai. Ça viendrait pas à l'idée, pourtant c'est le cas de tout le reste du domaine, de dire soit une tribu et machin, et de commencer les probas comme ça au lycée ou au collège, quoi. Je pense qu'il y a aussi des aspects très culturels dans ce que tu décris, parce que, par exemple, les livres d'enseignement des mathématiques aux États-Unis sont beaucoup plus fréquemment motivés systématiquement par des choses réelles. Il y a par exemple un bouquin de Lay qui s'appelle Linear Algebra, et chaque début de chapitre sur vraiment de l'algèbre linéaire de début d'études supérieures est vraiment
introduit par un aspect pratique et pas du tout un aspect pratique artificiel. C'est-à-dire c'est pas du tout je suis allé au marché pour mes 3 choux et mes 3 patates, j'ai payé tant d'euros et pour 4 choux et 2 patates, j'ai payé tant, quel est le prix du chou et d'une patate, ce qui n'arrive jamais dans la vraie vie. Et c'est assez intéressant de voir ce renversement et cette espèce de choix, en fait, de communauté, de mettre les mathématiques et la modélisation en relation, à quel niveau, pour qui. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on fait sans doute plutôt bien, en fait, dans les écoles primaires, où il y a quand même des aspects de manipulation et de choses comme ça. Et puis après, qui part complètement. Et c'est vrai que... Il y a beaucoup de mathématiciens qui sont un peu dégoûtés à l'idée de devoir faire un modèle. En tout cas, tu as raison, c'est tout à fait culturel. Et par exemple, aux Pays-Bas, ils ont vraiment ce côté-là, dans l'enseignement primaire et secondaire, vraiment de proposer tout le temps des situations réelles où les élèves ils sont vraiment en train de rechercher des choses. Enfin, c'est vraiment des aspects qui sont différents culturellement. Enfin, il y a vraiment un impact là-dessus, ça c'est sûr. Et clairement, même en France, de toute façon, dans l'enseignement secondaire, les programmes influencent, donc c'est sûr qu'il y a quand même un aspect lié au pays, quoi. Oui, bien sûr. Eh bien, super, tu viens d'éclairer, en plus c'est quand même une grosse partie de nos métiers aussi, on fait des maths appliquées, tu viens d'éclairer la modélisation d'une nouvelle lumière, donc merci beaucoup pour cette carte blanche.